Du coup, on reste en polaire aujourd'hui. On assume qu'il fait froid. Fashion will go after comfort. Bienvenue dans Actu Réfractaire. Aujourd'hui, on va parler de la paix fragile à Gaza, des derniers rebondissements en Martinique et de la politique pétrolière de Trump. C'est parti. Est-ce qu'on a enfin la paix en Palestine ? Eh bah pas vraiment. Alors oui, le cessez-le-feu a été signé entre l'État israélien et le Hamas. Les deux organisations, elles ont commencé à libérer leurs otages. L'armée israélienne, elle a arrêté les bombardements sur Gaza, ce qui a donné des images très fortes de Palestiniens qui retournent chez eux. Mais il y a quand même des trucs à savoir à propos de cette paix. Déjà, l'accord signé aujourd'hui est le même qu'il y a 13 mois. Donc pendant 13 mois, l'État israélien a bombardé et massacré les Palestiniens pour en venir au même point. Mais il n'y a pas que ça. Maintenant que le front à Gaza s'est allégé, l'armée israélienne renforce la colonisation de la Cisjordanie et avec la complicité des autorités palestiniennes. Alors les assassinats s'accélèrent dans la région de Jenin. Quant à Trump, il a enlevé les sanctions états-uniennes mises en place contre les pires colons de la Cisjordanie. Netanyahou, de son côté, il a pris le contrôle de grandes réserves d'eau utilisées en Syrie et en Jordanie. Donc si l'arrêt des bombardements à Gaza est une bonne chose, la colonisation, elle continue. Et avec elle, la promesse d'une guerre permanente. I24 News nous apprend que la coalition au pouvoir, elle refuse de mettre en place une commission d'enquête sur le 7 octobre. Cette enquête, elle pourrait en fait permettre de pointer du doigt les dysfonctionnements du gouvernement et des services de renseignement. Hier soir, on vous a parlé du procès politique de Rodrigue Petitot, la figure du mouvement contre la vie chère en Martinique qu'on surnomme l'ER. Bon, le verdict est tombé, le procureur requiert 30 mois de prison, dont 15 fermes. Et tout ça, on vous le rappelle, pour avoir interpellé le préfet qui réprime les Martiniquais depuis septembre. Donc voilà ce qu'il en coûte de pointer du doigt les personnes de pouvoir en France. Mais pourtant, les Martiniquais ne se résignent pas, bien au contraire. Oui, parce que devant le tribunal, il y avait une foule de citoyens qui étaient réunis jusqu'à la fin de l'audience hier soir. Et en plus de ça, la grève des dockers continue pour protester contre la répression judiciaire. Et la réponse de la préfecture, ça a été d'encercler le port de Fort-de-France avec des camions de CRS. Super. Donc évidemment, face à cette provocation, on a eu des combats de rue qui ont éclaté entre la police et la population. Et du coup, la gendarmerie a décidé de quadriller des quartiers entiers comme celui de Sainte-Thérèse. Résultat, le pouvoir voulait étouffer le mouvement avec le procès du R, mais ça semble reparti de plus belle. Et en fait, c'est quand même plutôt logique, puisque le peuple martiniquais n'en peut plus des prix indécents de la grande distribution. Mais en plus de ces prix, on voit des pratiques dégueulasses de ces grandes enseignes. Par exemple, des Martiniquais ont découvert que les étiquettes de certains produits périmés sont recouvertes par de nouvelles étiquettes et gardées en rayon. Et puis il faut dire que quand t'es en Martinique, c'est super dur d'aller ailleurs que dans les enseignes de grande distribution, puisque ces enseignes, elles sont détenues par les béquets, qui, je le rappelle, sont les descendants des colons esclavagistes. Et cette petite mafia-là, elle garde la main sur les importations et elle empêche l'émergence de commerces locaux. Le peuple, il est donc pris en otage par les béquets, et si on décide de se révolter, l'État envoie la police et la justice. Les Martiniquais ont bien conscience de ça, et du coup, malgré la répression, ils continuent de se bouger. Et oui, aujourd'hui, à Fort-de-France, les rues étaient remplies de monde pour continuer de protester contre la vie chère, les béquets et le préfet. Alors, force au peuple martiniquais et force au R, malgré sa condamnation. Petit tour maintenant aux États-Unis. Dans son discours d'investiture, Trump a été clair. Nous allons forer à tout va. Bon, évidemment, c'est en anglais. Mais bref, en vérité, Obama et Biden, ils avaient eux aussi largement étendu la production de gaz et de pétrole à son maximum historique aux États-Unis. Vous savez, ce pays qui est construit tout autour de la bagnole. Le prix de l'essence est plus que stratégique pour le pouvoir. Sans compter que l'exportation du pétrole à l'étranger est un immense avantage géopolitique, notamment en Europe où se trouvent de nombreux concurrents des boîtes états-uniennes. Et pour ça, le mieux, ça reste d'augmenter la production d'hydrocarbures. La Croix donne la parole à Laurent Carouet, le directeur de recherche à l'Institut français de géopolitique, qui dit: depuis 2017, les États-Unis sont devenus le premier producteur mondial de pétrole et de gaz et même exportateur net depuis 2020. Et les réserves sont considérables. Alors, les nouveaux décrets vont permettre d'augmenter la production, mais aussi de construire des nouvelles infrastructures gazières. Trump, d'ailleurs, il a aussi levé un moratoire sur des nouveaux terminaux gaziers GNL, ce gaz liquéfié transportable en bateau et acheté en Europe depuis les sanctions face au gaz russe. Et là encore, en fait, la politique de Trump, elle se distingue pas tant que ça de ses prédécesseurs. Il organise petit à petit l'augmentation de la production de pétrole et de gaz pour augmenter l'influence de l'impérialisme états-unien. Allez, maintenant on va vous parler d'un scandale sanitaire révélé par des lanceurs d'alerte. Mais avant d'être lanceur d'alerte, Hervé, il est d'abord responsable d'équipe d'assainissement chez Veolia. Et Hervé, il s'occupe de la station de traitement des eaux usées d'Embrun, une ville de 6500 habitants. Mais il va finir par quitter son poste en 2023 face à des négligences graves de sa hiérarchie. Bon, faut dire que Hervé, il était déjà mal à l'aise de travailler dans des installations aussi
aussi vétuste. Mais le truc le plus grave qu'il a vu, c'est passé le 1er novembre 2022. Ce jour-là, 3200 litres de chlorure ferrique se sont déversés accidentellement dans la rivière que Veolia traite. En fait, Veolia utilise une toute petite quantité de ce liquide pour faire un procédé qui s'appelle la flocculation et qui consiste à agréger des particules. Bref, c'est un truc normal qui fait partie du processus d'assainissement. Mais le 1er novembre 2022, la quantité d'un mois entier s'est déversée en une journée. Et une telle quantité de ce liquide, ça peut tuer massivement la faune et la flore de la rivière. Bon, c'est la faute aux installations vétustes, mais c'est aussi la faute à un orage qui a éclaté dans la nuit. Du coup, l'équipe s'en rend compte le lendemain matin en arrivant au taf. Et Hervé, il se dit qu'il faut vite prévenir les autorités, comme ça on peut prendre des mesures et informer la population. Sauf que la direction de Veolia va refuser de faire ça et jusqu'au bout. Et elle décide donc de transformer cet incident en scandale sanitaire. Voilà, ce qui laisse croire qu'on a donc des autorités qui se foutent de plus en plus de notre santé. Alors on se dit qu'il serait peut-être temps que les citoyens mettent leur nez là-dedans. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? N'hésite pas à nous le dire en commentaire. Bon voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était Actu Réfractaire, la quotidienne d'actualité critique totalement indépendante. Donc pour nous soutenir, vous pouvez partager la vidéo, vous abonner et nous financer via le Tipeee qui est en description. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain 18h. Ciao.